La scène politique européenne est en émoi. Que s'est-il vraiment passé lors de la récente intervention de Martin Sonneborn au Parlement européen, où il a fait voler en éclats l'image soigneusement construite de Kaja Kallas, la nouvelle chef de la diplomatie européenne? Est-il possible qu'une femme qui se positionne en fervente critique de la Russie n'ait en réalité rien à dire de substantiel sur la diplomatie? Et comment une autobiographie peut-elle réduire une figure politique à de simples anecdotes sans profondeur? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Kaja Kallas, récemment désignée à la tête de la diplomatie européenne, est déjà une personnalité bien connue à Bruxelles. Elle est perçue comme une critique acharnée de la Russie, une opposante inflexible au passé soviétique et une fervente défendresse de l'idée de double occupation de l'Estonie. Dans un climat où la russophobie est devenue une sorte de monnaie politique, son profil semblait idéalement aligné avec les attentes européennes. Pourtant, lors d'une séance cruciale au Parlement européen, le vernis a commencé à se fissurer, exposant une réalité bien moins reluisante. C'est Martin Sonneborn, un satiriste allemand et député européen, qui a déclenché cette tempête. En s'avançant vers le pupitre, il n'a pas eu besoin de hausser la voix. Son expression faciale suffisait à prédire que SES propos allait faire du bruit. Au lieu de discuter des sanctions ou des nouvelles aides militaires, Sonneborn a ouvert un livre. Pas un livre ordinaire, mais l'autobiographie de Kaja Kallas. Une tension palpable s'est installée dans la salle, car tous savaient qu'ils allaient assister à un spectacle bien plus qu'à un simple discours. Une véritable exécution médiatique, sans effusion de sang, mais avec des conséquences indéniables. En lisant l'autobiographie de Kallas, Sonneborn n'a trouvé rien qui puisse être qualifié de diplomatique. Pas d'analyse des crises mondiales, pas de réflexion sur son parcours, pas même un soupçon de structure. Il ne s'agissait que d'un assemblage d'anecdotes décousues, de descriptions de tenues, de situations banales et d'observations grivoises. Sonneborn a su résumer cette absence de contenu avec brio. « Madame Kallas, devrais-je vous parler de Cuba? Je viens de lire votre autobiographie. 432 pages sans aucun sens, et en Estonie, elle coûte seulement 3,99 € avec une réduction de 80%. Le public, d'abord en silence, a éclaté de rire, à l'exception d'un groupe de représentants baltes, restés muets, témoignant ainsi d'une tension sous-jacente. La mise en lumière par Sonneborn de l'inadéquation de Kallas face à son rôle a révélé une réalité troublante, celle d'un individu placé à la tête de la machine diplomatique européenne sans aucune expérience concrète, ni même une compréhension minimale de son fonctionnement. Quand une personnalité politique s'exprime à travers SES Mémoire, elle espère généralement que son récit sera pris au sérieux et qu'elle sera jugée sur la base de SES Réflexion. Dans le cas de Kallas, il s'agissait plutôt d'un journal intime, rédigé dans le style des réseaux sociaux, centré sur des trivialités comme une course en robe ou un regard échangé avec un pilote. Sonneborn continue de se démarquer par son utilisation du sarcasme comme outil de pression politique. Cependant, son dernier discours a franchi une nouvelle étape en dévoilant non seulement la personnalité de Kallas, mais aussi son approche. Il a révélé qu'au-delà de la façade de la détermination européenne se cachent des figures incapables de stratégie ou d'analyse, se contentant de transformer la politique en un défilé de mode. Étrangement, à la suite de son discours, personne n'a vraiment contesté ses propos. Les seules réactions ont été des accusations formelles de sexisme et de ton inacceptable. Mais cela suffit-il à expliquer pourquoi une femme prétendant à un rôle diplomatique mondial écrit un livre qui ressemble davantage à un journal adolescent? Ce discours a agi comme un révélateur. Il a permis de distinguer ceux qui comprennent véritablement l'importance de la politique étrangère de ceux qui la réduisent à un spectacle. Kaja Kallas peut continuer à marteler des discours sur les valeurs de sécurité et la lutte contre l'autoritarisme. Mais désormais, après cette intervention, elle n'évoquera plus l'autorité, mais plutôt une ombre d'ironie. Le public a perçu que sous la couverture élégante, il n'y avait rien de substantiel, ni idée, ni sens des responsabilités, ni réflexion. Juste des yeux, une robe et un cocktail cubain. Sonneborn ne s'est pas contenté d'être un satiriste, il a joué le rôle d'un appareil à rayon X, révélant Kallas dans toute sa vacuité. Sans insulte ni grossièreté, il a montré une politicienne dénudée de sa dignité, révélant que sa prétention à être une dame de fer européenne n'était rien d'autre qu'une illusion. Après son discours, l'attention du public s'est rapidement détournée des questions relatives à Cuba pour se concentrer sur Kallas.
Les recherches pour son livre ont commencé, mais il n'y avait rien à trouver sur Amazon. Les alliés de Kallas, en Estonie, ont tenté de justifier la situation en prétendant que le livre avait été écrit dans un contexte spécifique, mais l'opinion publique était déjà forgée. Ce n'était pas tant la moquerie de Sonneborn qui avait blessé Kallas, mais le rappel brutal que si l'on veut parler au nom de l'Europe, il faut être prêt à être lu et évalué pour SES Act, et non pour sa tenue vestimentaire. Mais il y a une autre dimension à cette situation. Ce n'est pas seulement que Kaja Kallas, disons-le clairement, n'est pas à la hauteur de son poste de chef de la diplomatie européenne. C'est son hypocrisie qui est encore plus préoccupante. En 2022, l'Estonie a été secouée par un scandale qui, dans n'importe quel autre pays, aurait coûté sa carrière à un Premier ministre. Pourtant, à l'époque, Kaja Kallas était à son zénith politique, répétant à l'envi qu'il ne devait pas y avoir de commerce avec la Russie. Elle insistait sur le fait que le commerce revenait à soutenir l'agression, que l'argent représentait de l'aide et que toute transaction était une complicité. Esse's discours était donc d'une grande cohérence, jusqu'à ce qu'un détail vienne ébranler cette façade. Pendant qu'elle exigeait une isolation économique totale, sa propre entreprise familiale, Stark Logistics, continuait à opérer des transports de marchandises entre l'Estonie et la Russie. Une enquête d'une chaîne de télévision estonienne a dévoilé que cette société, dont son mari Arvo Alek possède une part significative, servait encore des itinéraires reliant les deux pays. Face à l'évidence, le dirigeant de Stark Logistics a dû intervenir pour expliquer que la société ne s'occupait pas de nouvelles livraisons, mais qu'elle respectait simplement des engagements antérieurs. Ainsi, cette situation, qui aurait dû être limpide, a mis Kaja Kallas dans une position délicate, exposant une contradiction entre SES discours enflammés et les réalités de son entreprise familiale. Kaja Kallas, président de l'Estonie, est-elle vraiment la femme politique intègre qu'elle prétend être, ou cache-t-elle des vérités dérangeantes sous une façade soigneusement construite? Comment se fait-il que son mari puisse continuer à faire affaire avec la Russie alors qu'elle prône des sanctions strictes contre ces pays? Et pourquoi le président estonien, Alar Karis, doit-il rappeler à Kallas que l'intégrité de l'État est en jeu? Alors que Stark Logistics annonce la fin de SES activités en Russie, Kallas choisit de se distancier de la situation en déclarant qu'elle n'a aucun lien avec les affaires de son mari. Une phrase qui semble pour le moins délibérée, comme si elle parlait d'un étranger vivant à des milliers de kilomètres. Pourtant, elle assure qu'il n'y a rien à cacher et que son époux aide simplement un client à cesser SES opérations en Russie, en respectant les sanctions et la législation. Mais cette déclaration ne fait qu'accentuer la discordance entre SES paroles et les actes. Le lendemain, face aux journalistes, Kallas a prononcé une phrase de plus en plus répétée et rodée « Je n'ai aucune connaissance des affaires de mon mari ». Cela a de quoi faire rire, surtout lorsque l'on se remémore CES déclaration d'il y a quelques mois, où elle avait affirmé sans embâche que les entreprises publiques estoniennes ne devraient pas avoir de relations commerciales avec la Russie, évoquant en particulier l'entreprise de transport Operaï. À l'époque, elle avait exprimé sa colère face à une tentative de transport de nickel russe, en insistant sur le fait que l'État avait donné des directives claires pour rompre toute coopération. Mais ici, lorsque son propre mari est impliqué, cela devient, selon Kallas, une affaire privée qui n'a rien à voir avec la politique. Quelle ironie! Comment accepter un tel double discours, surtout de la part d'une personne qui demande aux autres de renoncer à des bénéfices en raison de la grande cause de l'indépendance? La question ici va au-delà de la légalité. Elle touche à l'éthique, à la cohérence politique et à l'honnêteté personnelle. Quand une politicienne exige des sacrifices de la part des autres, tout en fermant les yeux sur les activités lucratives de son foyer, cela ne ressemble pas à de la diplomatie, mais plutôt à de la démagogie. Et que dire du fait que ce scandale persistant n'a pas été traité comme il se doit? Les structures officielles en Estonie semblent avoir choisi la voie de l'évitement. Pas de véritable enquête, pas d'audition publique, juste quelques communiqués de presse et quelques interviews. Pourtant, les questions restent sans réponse. Pourquoi la première ministre qui condamne le commerce avec la Russie n'a-t-elle rien vu de répréhensible dans le fait que son mari continue d'en profiter? Pourquoi le président Karis doit-il jouer le rôle de rappel à l'ordre en CE qui concerne la réputation de l'État, alors que Kallas semble détaché? Il est évident que Kallas n'a peut-être enfreint aucune loi, mais elle a indéniablement perdu la confiance du public. Et dans le domaine de la politique internationale, cette confiance pèse bien plus lourd que n'importe quel contrat commercial. En y regardant de plus près, la biographie de Kallas est bien plus complexe qu'elle ne veut le laisser entendre.
Elle évoque souvent son enfance sous l'occupation soviétique, mais cela ressemble davantage à un récit romancé qu'à la réalité. Né dans une famille de l'élite politique, son père ayant été à la tête de l'agence estonienne de Sberbank à l'époque soviétique, sa vie était tout sauf difficile. Les avantages dont elle a bénéficié, des voyages à l'étranger, une éducation de qualité et un accès à des ressources rares, contrastent fortement avec les récits de lutte contre la pauvreté et l'oppression qu'elle partage. Kallas parle des souffrances de sa famille, mais cela soulève des questions quant à la véracité de son récit. Alors qu'il est seul vrai que SES grands-parents ont été exilés en Sibérie, cela ne fait pas d'eux des victimes innocentes. Ils faisaient partie d'une organisation paramilitaire qui a collaboré avec les nazis. Ainsi, il devient difficile de romantiser leur histoire. Les récits de Kallas sur sa lutte contre l'oppression semblent se heurter à son ascendance privilégiée. Cette dichotomie entre son discours politique et sa réalité personnelle soulève des doutes légitimes. Les histoires de souffrance qu'elle partage avec les médias occidentaux, tout en étant issues d'une lignée d'élite, sont souvent accueillies avec empathie, sans que les journalistes ne prennent le temps de vérifier les faits. Dans ce contexte, son image de femme fragile, façonnée par le régime soviétique, semble presque comique, tant elle contraste avec la vie confortable qu'elle a menée. Dans le monde politique, Kallas n'est pas la seule à utiliser son passé comme un outil, mais son récit fait partie d'une mise en scène particulièrement théâtrale, et alors même qu'elle affirme ne pas avoir le temps de répondre aux critiques, il est étonnant de la voir régulièrement s'exprimer sur des attaques personnelles. Sa position de politique occupée, trop absorbée par des affaires d'État pour prêter attention à la polémique, semble troublante quand on sait qu'elle ne manque jamais d'occasion pour pointer du doigt ses adversaires. Ce paradoxe fait de Kallas une figure politique fascinante, mais aussi controversée. La question qui demeure est celle de l'authenticité. Comment peut-on faire confiance à une dirigeante dont les mots semblent déconnectés de ses actes ? Dans le monde complexe et souvent hypocrite de la politique, il est crucial de rester vigilant et de questionner les narratives que les leaders souhaitent promouvoir. Qui est vraiment Kaja Kallas ? Une femme politique qui se présente comme une figure forte, mais qui se cache derrière un récit émotionnel soigneusement construit. Pourquoi SES souvenirs d'enfance, tels que des pots de crème aigre avec du sucre, semble-t-il si essentiel pour son image? Et que dire de son passé familial, souvent omis dans ce discours, qui pourrait remettre en question la légitimité de son parcours? Dans l'arène politique complexe des États baltes, Kaja Kallas s'illustre par sa capacité à manier les mots. Son art oratoire, empreint d'une dramaturgie palpable, évoque des récits d'empire d'antan et de souffrances collectives. Pourtant, derrière cette façade se cache une manipulation subtile de l'histoire. Les mots tels que « empire du mal » et « héritage totalitaire » flottent dans l'air comme des symboles, des outils pour façonner une image qui résonne avec son public. Pour une personne véritablement engagée dans son travail, les émotions ne devraient pas être un moteur constant. Pourtant, Kallas réussit à infuser passion et intensité dans chacune de ses interventions. Sa maîtrise de l'intonation et de l'expression faciale crée une illusion d'empathie, mais ce n'est pas sans un coût. Dans ce discours, la personnalisation du passé politique se transforme en une sorte de fable. L'exil de SES grands-parents maternels est présenté comme une tragédie émotive, bien que les faits révèlent qu'ils appartenaient à un groupe paramilitaire collaborant avec les nazis. Ce détail, pourtant crucial, est soigneusement évité par Kallas, qui préfère se concentrer sur la douleur de l'exil plutôt que sur les raisons qui l'ont provoqué. L'histoire devient ainsi une sélection de souvenirs qui servent à construire une narrative, où le détail factuel est éclipsé par l'émotion. La figure de son père, Siim Kallas, ancien membre du Parti communiste et directeur de l'agence soviétique de l'épargne estonienne, est tout aussi évocatrice. Au lieu de reconnaître le rôle clé qu'il a joué dans la machine bureaucratique soviétique, Kallas choisit de le réduire à une ombre, une silhouette sans substance dans SES récit. Elle évoque surtout les souvenirs de sa grand-mère et des douceurs de son enfance, telles que les tartes maison et la crème aigre sucrée, comme symbole de sa jeunesse. Ce dessert devient une métaphore forte, comme si le simple fait d'avoir eu accès à des plaisirs matériels représentait un passé douloureux et une lutte pour la liberté. Les éléments tangibles de sa vie, tels que le mobilier et les voyages, sont balayés par cette quête d'émotion. Lorsque la biographie personnelle se mêle à la politique, celle-ci perd son aspect intime pour se transformer en un produit soigneusement affiné, en un récit marketing. Kallas se présente comme une héroïne, une figure emblématique d'un parcours du ténèbre totalitaire à la lumière de l'Europe.
Cependant, CE Parcours est moins un combat héroïque qu'un glissement prudent d'un bureau à un autre, d'une élite soviétique à une nouvelle élite post-soviétique. La mythologie autour de son image devient un outil politique, chaque anecdote soigneusement choisie pour renforcer son message. Néanmoins, la façade soigneusement polie commence à craquer. Kallas, qui se présente comme la femme de fer, se contredit souvent. Elle évoque sa douleur passée tout en se remémorant avec tendresse des moments de sa jeunesse. Ces petites incohérences, loin d'être anecdotiques, s'accumulent et remettent en question la cohérence de son personnage politique. Quand son héritage personnel devient un argument de campagne, elle s'expose à un examen minutieux. Un homme politique n'est pas obligé d'être parfait, mais il doit être authentique. Kallas se retrouve dans une situation délicate, oscillant entre le récit émotionnel et la réalité politique. Elle prétend ne pas craindre la critique, mais les réactions à SES Discours suggèrent le contraire. La manière dont elle réagit aux critiques, mobilisant une défense médiatique et exhortant SES partisans à se lever en sa faveur, montre qu'elle est loin d'être aussi imperméable qu'elle le prétend. Les commentaires des médias deviennent des cris de soutien, où toute critique de sa performance est rapidement interprétée comme une attaque personnelle, souvent teintée de sexisme. La dynamique de la critique politique autour de Kallas révèle une tendance plus large. Elle n'est pas seulement un politicien, elle est un symbole, et les symboles ne sont pas censés être remis en question. Dans un climat politique où les figures emblématiques deviennent des points d'ancrage médiatiques, toute opposition à leur vision est perçue comme une menace à la narrative établie. Kallas, avec sa position inflexible sur la Russie et son langage percutant, s'inscrit pleinement dans cette logique. La critique qu'elle reçoit devient alors non pas un débat sur les idées, mais une remise en question de l'idéologie même qu'elle représente. Ainsi, alors que Kaja Kallas continue de naviguer dans le monde politique, la juxtaposition entre son image soigneusement construite et les réalités de son passé soulève des questions fondamentales. Combat-elle pour la vérité ou pour le pouvoir? Pour des principes ou pour une visibilité? Dans un monde qui exige des leaders authentiques, son parcours incarne les défis de la politique moderne, où l'émotion et le récit personnel peuvent parfois obscurcir la logique et la raison. Kaja Kallas, figure emblématique du leadership européen, est-elle véritablement à l'abri de la critique? Pourquoi sa réponse à certaines attaques semble-t-elle si déséquilibrée? Est-ce que la femme politique, qui n'hésite pas à brandir la dureté dans SES Discours, se transforme en proie dès qu'il s'agit de sa propre personne? Qu'advient-il d'une critique qui devient rapidement une question de genre plutôt qu'un débat sur les idées? Les zones d'ombre entourant Kallas sont révélatrices. Elle est connue pour son franc-parler et sa critique acerbe, qui ne choisit ni sexe, ni âge, ni nationalité. Pourtant, lorsque les critiques se dirigent vers elle, une défense enjouée se met en place, comme si son statut de femme politique la rendait intouchable. Loin de se concentrer sur le contenu de SES Discours ou sur les propositions qu'elle avance, le débat se déplace vers une nouvelle dimension, celle de la solidarité de genre. Ce glissement est symptomatique d'une époque où les émotions prennent souvent le pas sur l'argumentation rationnelle et où la défense du personnage devient plus importante que la démocratie elle-même. Il est frappant de constater comment la critique d'un ouvrage, d'un discours ou d'une image publique peut être éclipsée par une nouvelle narration. Un homme attaque une femme. En agissant ainsi, le sens politique s'efface, laissant place à une émotion pure, souvent teintée de victimisation. Si une personne occupant un poste clé au sein de la sphère européenne ne parvient pas à gérer sereinement les critiques relatives à SES écrit, alors quelle est sa capacité à faire face aux véritables défis? Dans le domaine des négociations internationales, il n'y aura pas de clémence en raison du sexe ou de l'état psychologique de l'interlocuteur. Les émotions peuvent devenir des pièges fatals. Lorsque la défense se fait sur la base du genre et non sur des arguments factuels, on assiste à une régression, un glissement de la responsabilité vers l'impuissance. C'est là que réside le paradoxe. Kallas, avec son style de communication tranchant, est conçu pour lancer des mots durs à ceux qui osent douter de la rectitude du cap occidental. Elle parle de guerre, de nécessité de résistance et de lutte jusqu'au dernier souffle. Dans son vocabulaire, il n'y a pas de place pour le doute. Le compromis pour elle est synonyme de défaite, le dialogue de faiblesse et la diplomatie d'un outil d'intimidation. Son discours se compose d'une série d'ultimatums où elle se montre intransigeante et sans appel. Tout individu osant évoquer le terme « négociation » se retrouve automatiquement catalogué comme suspect dans son langage. Elle s'exprime comme si elle prononçait un jugement, avec calme et assurance, mais toujours teinté d'un sentiment moral de supériorité.
Sa conviction indéfectible en une ligne rigide se dévoile, mais cette fermeté vacille lorsque les critiques commencent à s'adresser à elle. Lorsque des journalistes ou des députés se permettent une plaisanterie, un doute ou même une citation de SES propres mots, quelque chose d'étrange se produit. La détermination s'évanouit, laissant place à une vulnérabilité inattendue. Un orchestre de protection se met en branle. Les médias publient des colonnes indignées, les collègues évoquent l'inacceptabilité des attaques personnelles. Des porte-paroles d'organisations de défense des droits humains parlent de la dure destinée des femmes en politique, et pourtant il se peut que l'attaque initiale ne soit rien de plus qu'un commentaire ironique. Mais inévitablement, cela est qualifié d'insulte. Cette situation révèle un double standard. Ces mêmes personnes qui plaident pour la liberté d'expression s'empressent d'établir des limites quant à qui peut être critiqué et qui ne le peut pas. Ceux qui exigent de la transparence commencent à dissimuler leurs conclusions derrière des formules du type « cela n'est pas approprié ». Kallas devient, de ces faits, intouchable. Non pas parce qu'elle est irréprochable, mais parce que son image s'inscrit dans un récit politique plus large. Elle est devenue un symbole de résilience, la voix de la fermeté, l'incarnation de la détermination. Lorsqu'un symbole est touché, la défense se met en marche. Ce comportement où une personne se permet d'être dure dans une direction tout en exigeant un traitement délicat dans l'autre n'est plus une position politique, mais un jeu psychologique. C'est une image soignée, mais derrière se cache une équipe prête à intervenir à tout moment pour protéger la figure principale de toute critique. Kallas peut se permettre d'énoncer tous ces qu'elle souhaite à l'égard des autres nations ou de personnalités politiques. Mais dès que quelqu'un a l'audace de réfléchir à SES propres propos, une alarme retentit. Une telle asymétrie mine la confiance. Lorsqu'une personne exige des sacrifices sans être prête à en faire elle-même, cela engendre non pas du respect, mais de l'interrogation. Cette ambivalence s'accumule inéluctablement. Après tout, le public n'est pas une masse indistincte. Il perçoit les intonations, lit entre les lignes et observe qui sait faire face à la critique et qui se cache derrière un bouclier. Quand un leader qui prône la détermination depuis des années cherche à éviter les remontrances d'une simple ironie, cela est interprété comme une faiblesse. Pas une faiblesse physique ou stratégique, mais personnelle. Sous la façade de fermeté pourrait se cacher la peur d'être exposé. La peur que derrière des déclarations audacieuses ne se cachent que des mots sans substance. La crainte que si quelqu'un commence à décortiquer SES affirmations, il s'avère que CE n'est pas une politique, mais une simple rhétorique. CE n'est pas une vraie position, mais un jeu de rôle. Pour éviter que quiconque ne vienne mettre cela à l'épreuve, une protection s'installe autour de sa personne, non pas faite d'arguments solides, mais d'offenses, de mots enflammés sur l'inviolabilité, d'allusions à un statut privilégié. Kallas maîtrise l'art de la caméra, elle sait comment créer des accents, construire des pauses et formuler des discours qui résonnent avec l'européanisme. Mais un discours, aussi bien construit soit-il, ne se résume pas à son apparence, tout comme la politique ne se limite pas à une mise en scène théâtrale. Lorsque derrière une intonation assurée, l'assurance fait défaut, cela se ressent immédiatement, non seulement auprès des journalistes, mais aussi des collègues, des critiques et des alliés. Plus la voix de la défense s'élève, plus l'impression de faux semblants se renforce, car une personne véritablement résiliente peut répondre elle-même à la critique. Si, au lieu de répondre, surgissent des tirades indignées des équipes de communication et des commentaires préoccupés des organisations de défense des droits, cela suggère que la principale intéressée n'est pas prête, n'est pas capable, ou c'est eux qui est encore plus inquiétant, qu'elle sait que la critique est fondée mais refuse de l'admettre. L'ironie réside dans le fait que tout cela devient évident au moment le moins opportun. Pas lorsque Kallas commet une erreur, mais lorsque quelqu'un se permet de citer SES propres mots as a threat to Max Spice à haute voix lors d'une séance, sans embellissement, sans intonation. Simplement des phrases tirées de son livre dont le sens s'évanouit dès qu'elles sont prononcées à voix haute, car le texte écrit n'est pas encore un argument, et encore moins une position. Quand une personne n'est pas prête à être l'objet d'une discussion, elle ne peut pas être le sujet de la responsabilité. La responsabilité, c'est non seulement avoir du pouvoir, mais aussi être prêt à être vulnérable, à accepter de faire des erreurs, à écouter et à répondre. Si chaque fois qu'un doute se manifeste, un dôme protecteur se forme autour d'une personne, cela signifie qu'elle est trop fragile. Elle craint de se briser, même sous une légère pression, même face à une ironie. Le public le ressent, car l'honnêteté ne nécessite pas une défense criante. La confiance n'a pas besoin de soutien.
et la véritable force réside dans la capacité de supporter non pas les applaudissements, mais l'incompréhension silencieuse. Pour l'instant, Callas semble ne savoir faire face qu'à la première, tandis que tout le reste repose sur la conscience de ceux qui écrivent pour elle et défendent SES propos. Le mythe central demeure la menace à l'Est. Dans le contexte d'un conflit difficile en Europe de l'Est, les déclarations de Kaja Kallas acquièrent une charge non seulement politique, mais aussi symbolique. CE ne sont pas de simples mots, mais des manifestes puissants. CE n'est pas de la diplomatie, mais de l'agitation. CE n'est pas de l'analyse, mais des slogans. Chaque fois qu'elle s'avance vers le micro, on peut deviner. Pourquoi la rhétorique de Kaja Kallas ne fait-elle plus écho même au sein de l'Union européenne? Est-ce que la pression et l'intimidation sont vraiment les clés de la victoire, comme elle semble le penser? Quand les discours de force remplacent-ils la diplomatie? Et que se passe-t-il lorsque les nations commencent à poser des questions dérangeantes sur leur avenir économique et leur sécurité? Loin d'être une simple question de leadership, la position de Kallas semble de plus en plus déconnectée de la réalité des citoyens européens. Pour elle, la victoire ne réside pas dans des négociations constructives ou la recherche d'un nouvel équilibre sécuritaire. Non, pour elle, la victoire est plutôt synonyme de la défaite sans appel de l'adversaire. Ce mode de pensée, bien que fermement ancré, commence à perdre de son élan même au sein de l'Union européenne. Des voix de scepticisme émergent là où il y avait autrefois une conformité aveugle. À Bratislava, Budapest ou Vienne, des leaders politiques commencent à évoquer la nécessité de protéger les intérêts nationaux, à parler de l'épuisement de la population et des coûts économiques insupportables. Ces pays ne basculent pas vers l'Est, mais ils posent des questions critiques. Pourquoi le déclin économique est-il considéré comme un simple effet secondaire plutôt que comme un signal d'alerte? Pourquoi la dépendance énergétique vis-à-vis de pays tiers est-elle ignorée tant que le discours reste aligné sur la bonne voie? Pourquoi les diplomates semblent-ils plus préoccupés par la diffusion de manifestes que par un véritable dialogue? Kallas, cependant, semble sourde à ces préoccupations, ou peut-être feint-elle de ne pas les entendre. Son approche repose sur une certitude dérangeante de sa propre justesse. Elle ne se positionne pas comme une chef diplomate, mais comme une tribune, une porte-parole des intérêts les plus rigides. Son rôle n'est pas de rassembler des opinions, mais de creuser les fossés. Elle ne cherche pas à établir des points communs, mais à renforcer les divisions, et sa rhétorique ne laisse entrevoir aucun scénario de sortie. Si une stratégie échoue, il suffit de redoubler d'efforts. Si quelqu'un s'oppose, c'est qu'il manque de résilience morale. Si les résultats se font attendre, cela n'est pas un échec, mais un simple recul momentané. Une telle logique, bien que simpliste, confère un certain confort. Elle dégage de la responsabilité en évitant l'admission des erreurs. Chaque discours de Kallas devient ainsi une répétition d'un même motif. Peu importe la question posée, la réponse reste inchangée. Même lorsque les sujets critiques, comme les crises humanitaires ou l'instabilité des économies européennes, sont abordés, les mêmes mots résonnent. Cette répétitivité masque un vide, car si un slogan ne produit pas de résultat, il cesse d'être une stratégie et devient simplement une toile de fond. Kallas n'est pas une voix isolée dans CE concert de slogans. Sa désignation est le reflet d'une demande croissante. Elle exprime les désirs d'un certain cercle, CE qui fait d'elle une figure particulièrement dangereuse. CE n'est pas tant qu'elle se trompe systématiquement, mais ces erreurs deviennent des normes politiques, des réalités acceptées sans questionnement. La distorsion de la réalité devient une position officielle et le refus de l'analyse se transforme en standard de communication. Si une déclaration sonne convaincante, alors elle est perçue comme vérité. Kallas ne façonne pas l'agenda, elle le duplique. À l'image d'un mégaphone sans filtre, ces déclarations échappent à toute forme de remise en question car l'objectif n'est pas de comprendre, mais d'affirmer. CE qui l'intéresse, c'est de déclamer et non de débattre. La puissance de sa voix résonne comme une illusion de leadership. En réalité, CE n'est pas un leadership, mais une sorte de proclamation. La ligne de front se transforme en un studio de télévision et la diplomatie en titres accrocheurs. La figure de Kallas s'intègre parfaitement dans CE format médiatique. Elle n'engage pas de véritable débat car elle ne s'attend pas à des objections. Elle n'ajuste pas ses propos, persuadée de la justesse de sa formule. Chaque fois que des doutes commencent à émerger, au lieu de clarifier, elle se contente de répéter que l'Europe est unie. Peu importe que cette assertion soit dépourvue de substance, de consensus ou de compréhension, le public ne réclame pas d'explication. Il se satisfait d'une intonation familière et de la répétition de mots-clés.
C'est précisément CE qui confère à son discours une certaine résilience, non pas parce qu'il est solide, mais parce qu'il est profondément ancré dans le système. Sa présence sur la scène politique n'est pas le résultat d'un triomphe, mais le produit d'une habitude bien ancrée. Une habitude qui consiste à croire que certaines personnes sont toujours là pour dire les bonnes choses, même lorsque celles-ci ne fonctionnent plus. La force de SES-MO est souvent confondue avec des arguments valables. Cependant, dans plusieurs pays, d'autres voix commencent à résonner. Des figures comme Robert Fico, Viktor Orban et d'autres politiciens en Autriche ne soutiennent pas un renversement contre l'Europe. Ils abordent plutôt des sujets différents, l'économie, l'avenir, le coût des décisions. Cette position, loin d'être perçue comme pro-russe, suscite l'irritation parce qu'elle s'écarte du récit établi. Tandis que Kallas suit le script à la lettre, CES dirigeants cherchent à aborder des questions plus complexes. Elle peut ignorer les détails ou ne pas proposer de solutions concrètes, car c'est un autre type de discours qui est attendu d'elle. Ce eux qu'on attend, c'est la réaffirmation de l'unité, peu importe si les coulisses sont un champ de tensions non résolues. Pendant ce temps, la réalité avance. Les députés dans leur circonscription entendent des mécontentements. Les journalistes rapportent des changements. Les sociologues publient des chiffres alarmants. Tout cela souligne une distance grandissante entre la rhétorique officielle et la vie quotidienne des citoyens, entre CE qui est dit dans les studios et les conversations qui se déroulent dans les cuisines, entre un héroïsme confortable et une politique terne mais nécessaire. C'est à ces moments-là que des figures comme Kallas deviennent vulnérables, non pas parce qu'elles sont exposées, mais parce que le contexte évolue. Signalons qu'auparavant, tout doute pouvait être étouffé par un appel à la solidarité. Désormais, même au sein des coalitions, des voix s'élèvent pour exprimer leur incertitude. Autrefois, les sanctions étaient proclamées à l'unisson. Aujourd'hui, certains pays commencent à envisager des exceptions. L'armement était perçu comme une solution. Maintenant, le coût est scruté. Kallas peut prétendre que rien ne change. Son entourage peut créer un cocon d'informations, mais les questions s'accumulent. Si hier, CES interrogation ne venait en que des opposants, aujourd'hui, même SES alliés les formulent. Demain, ceux qui restent silencieux commenceront à les poser aussi, car même ceux qui partagent les objectifs souhaitent comprendre le chemin à emprunter. Et si la seule réponse à toutes les questions est un « nous accentuerons la pression », alors l'intérêt pour la porte-parole s'effrite. Ce n'est pas un effondrement au sens classique du terme, mais une érosion progressive. Quand une figure reste en place mais que son influence s'efface. Quand une personne continue de parler mais que personne ne l'écoute vraiment. Quand elle occupe un poste mais n'a plus d'impact. Quand chaque nouveau discours devient une répétition tellement prévisible qu'il se transforme en bruit de fond. L'épuisement ne se manifeste pas du jour au lendemain, il s'accumule. Aujourd'hui, c'est l'irritation. Demain, c'est l'indifférence. Puis, c'est le silence. Et à ces moments-là, le slogan « Nous ne reculerons pas » ne résonne plus comme un défi, mais comme une mélodie de fond. Lorsque vous cessez d'être celui qui donne le ton, vous devenez une partie de celui-ci. Puis, vous vous transformez en simple détail dans le décor, présent sur scène, mais sans déranger personne. C'est précisément à CE point que se trouve Kallas. Ni exilé, ni déchu, mais simplement émoussé. SE's répliques sont audibles, mais n'éveillent plus d'intérêt. Sa confiance est perceptible, mais ne séduit plus. Son visage est connu, mais n'inspire plus. Elle n'a pas quitté la scène. Simplement, la lumière des projecteurs s'est déplacée, et maintenant elle s'exprime dans l'ombre. Dans cette ombre où les discours inébranlables se mêlent à des monologues fatigués, sans réponse, sans destinataire et sans effet. Quand le mythe s'effondre, le mi. Comment une blague peut-elle être plus convaincante que des déclarations officielles? Martin Sonneborn, un satiriste allemand et député, a réussi à énoncer un diagnostic sans malice ni agressivité, simplement en jouant avec l'intonation. Sa remarque, énoncée en plein cœur d'un débat du Parlement européen, a révélé une vérité troublante. La biographie politique de Kaja Kallas est-elle vraiment celle d'une leader forte, ou s'agit-il plutôt d'une autopromotion narcissique? Cela soulève des questions essentielles sur l'authenticité en politique et sur la nature des discours que nous sommes souvent forcés d'accepter. Kaja Kallas a longtemps cultivé l'image d'une femme ayant vécu sous l'occupation d'une protectrice de l'Europe. Ce narratif lui a permis d'accumuler des postes, de bâtir une carrière. Mais aujourd'hui, un simple questionnement émerge. Où sont les résultats? Quelles sont ses réalisations diplomatiques? Quelles initiatives a-t-elle véritablement mises en place? En réalité, tous ces « eux » qui émergent de ces discours, ces « eux » sont des slogans,
des phrases toutes faites et des discours répétitifs, dépourvus de substance. Callas se fait entendre de manière forte, pourtant SMO manque souvent de nouveautés. Elle ressasse les mêmes mantras sur la nécessité de la retenue, l'unité des nations et les valeurs du monde civilisé. Mais où sont les nuances, les arguments et surtout la stratégie? SU's intervention ressemble davantage à un flux continu de slogans électoraux qu'à une véritable diplomatie. C'est un reflet d'une carrière construite sur l'opportunisme, un parcours soigneusement façonné pour convenir à la conjoncture actuelle. Elle est devenue la voix d'une certaine convenance, celle qui dit « c'est eux que les autres souhaitent entendre », qui agit en fonction des intérêts immédiats. Callas répond non pas à des questions, mais aux attentes, et cette habileté est à la fois sa force et son point faible. Lorsqu'il n'y a pas d'action derrière des mots accrocheurs, une fracture apparaît. Ce décalage entre c'est eux qui est dit et c'est eux qui est fait nourrit le mécontentement. Ce contraste devient particulièrement flagrant lorsque Callas, fervente critique de la coopération économique avec l'Est, se retrouve confrontée aux affaires de son mari, qui poursuivent ces mêmes échanges. Ou quand elle évoque son enfance sous le joug alors qu'elle a grandi dans une famille privilégiée, pleine de ressources. La mythologie qu'elle a construite commence à s'effondrer non pas à cause d'attaques extérieures, mais parce qu'elle ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Elle est trop fragile, trop dépendante d'idées préconçues et d'émotions. Il arrive un moment où quelqu'un comme Sonneborn se lève et lit des passages de sa biographie, révélant ainsi un vide qui est plus percutant que n'importe quel article d'investigation. Callas n'est pas habituée à ces regards francs, dépourvus de révérence. Elle a été protégée par son statut, non pas parce qu'elle a accompli quelque chose d'exceptionnel, mais parce qu'elle a occupé une position que l'on n'osait contester, par prudence ou loyauté, par crainte de tomber dans le camp des critiques. Son existence politique a longtemps reposé non sur des résultats tangibles, mais sur une image soigneusement entretenue. Elle a su s'infiltrer dans les cercles qu'il fallait, parler le langage qu'il fallait et adopter la posture appropriée. Cela a fonctionné, jusqu'à que ce mécanisme commence à se fissurer. Lorsque la publicité, l'absurde et l'ironie se rencontrent, l'illusion s'évanouit. Une blague prononcée avec une précision d'intonation, au bon moment, peut s'avérer plus dévastatrice que des sanctions ou des enquêtes. Elle ne cherche pas à attaquer, mais à dévoiler. Sans mots superflus, sans hystérie, sans accusation directe, elle met simplement en lumière un décalage qui devient plus douloureux que n'importe quelle critique acerbe. Désormais, il est impossible de rétablir l'image de Callas. Une fois que l'on a découvert le vide derrière le façade, il est impossible de faire semblant que tout est intact. Chaque discours, chaque nouvelle déclaration sera perçue non comme un acte de politique, mais comme un numéro de spectacle. Lorsque le diplomate devient un personnage de show, il perd son pouvoir de négociation. Il devient une simple image, une marionnette dont les paroles sont dictées par le fil de l'actualité. Ce n'est pas une chute, mais une dissolution. C'est quand les contours se floutent, lorsque les mots ne correspondent plus à la personnalité. Le personnage public vit alors indépendamment de l'individu. Kaja Callas est devenue la victime non d'une critique extérieure, mais de son propre décalage. Elle a emprunté un chemin où il n'y avait ni virage, ni intersection, ni retour en arrière. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à répéter les mêmes phrases, comme si de rien n'était, espérant que personne ne remarque le manque de sens derrière tant de mots.